terminé avec les considérations, disons, théoriques, fondamentales. Maintenant, on va revenir à une substance qui nous constitue, qui est l'eau, pour voir les conséquences de cette seconde quantification. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on pourrait croire que cette seconde quantification ne s'intéresse qu'à des phénomènes de très petite échelle. C'est pour ça, par exemple, que les gens qui travaillent dans les accélérateurs de particules, où on a des énergies colossales, donc des temps très brefs, eh bien, utilisent cette seconde quantification parce que c'est l'outil de travail. Mais l'idée que cet outil de travail s'applique aussi à l'échelle d'une cellule, ou s'applique pire encore à l'échelle d'une goutte d'eau, ça c'est vraiment nouveau. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Alors, je vais reprendre, comme je suis en physique quantique, j'ai plus besoin de la formule H2O, ou du moins, j'ai juste besoin de cette formule pour calculer ça. On l'a déjà vu dans une vidéo, je vous ai montré comment, en utilisant la densité de l'eau, on pouvait, avec le nombre d'Avogadro, trouver la taille moyenne d'une molécule d'eau. Maintenant, vous comprenez ce qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'une molécule d'eau, c'est pas H2O, c'est 0,33 nanomètres. C'est une boule de 0,33 nanomètres d'énergie qui fluctue. Alors c'est vrai qu'il y a deux pôles positifs, deux pôles négatifs, hein, on la représente comme ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que on est sûr que l'électron, enfin que les 10 électrons, ils sont quelque part dans cette boule qui fait 0,33 nanomètres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a vu qu'il y a dans le vide un flux d'énergie électromagnétique, un flux de force électromagnétique, qui est gratuit, qu'on peut utiliser. Alors, vous voyez, par exemple, bon, si je veux avoir une énergie delta U, une fluctuation d'énergie delta U, eh bien, je vais, en fonction de mon volume dans lequel je me trouve, eh bien, je vais pouvoir calculer cette fluctuation d'énergie maximale que je peux sortir du vide. Et là, vous avez l'image du vide en fluctuation, c'est-à-dire qu'il y a des particules, des paires de particules virtuelles qui passent leur temps à apparaître, disparaître, ou alors c'est deux photons, ça peut être un électron, un positron, tout dépend de l'échelle de taille que vous vous donnez. Si vous avez à très petite échelle de taille, vous pouvez créer des fermions, des particules de matière. Si l'échelle de taille est un peu plus grande, vous pouvez vous contenter de bosons, c'est-à-dire de lumière. On l'a vu avec l'effet Casimir dynamique. On peut sortir de la lumière du vide, c'est ce qui coûte le moins cher. Mais après, à très petite échelle, ceux qui travaillent avec les accélérateurs de particules savent très bien qu'on peut sortir carrément de la masse. C'est-à-dire des particules élémentaires, ça s'appelle les quarons, les pions, les xi, les psi, enfin bref. Il y a tout un zoo dont on reparlera quand on sera dans les ondes d'échelle. Voilà, alors maintenant je sais que l'eau c'est 0,33 nanomètres, delta X, c'est mon échelle de taille pour l'eau. Eh bien, comme sachant que delta U et delta X est fixé par le flux d'énergie, de force électromagnétique du vide, on voit que je dispose de 0,05 femtojoules. Je peux aller, compte tenu de cette taille, je peux accéder à 0,05 femtojoules, d'énergie gratuite. Et qu'est-ce que fait une molécule quand elle possède de l'énergie? Elle s'excite. C'est-à-dire qu'elle l'utilise pour passer dans des états d'énergie supérieurs. Et là, vous avez le spectre de photoabsorption de l'eau. Donc là, ce n'est pas à l'intérieur de l'eau, on envoie des photons de l'extérieur et on regarde la manière dont les photons sont absorbés. Et puis on voit qu'on est allé jusqu'à 200 électronvolts. Pourquoi? Parce que 200 électronvolts, c'est 0,035 femtojoules. C'est-à-dire que là, j'ai encore suffisamment d'énergie que je peux tirer du vide. C'est-à-dire que la molécule d'eau, quand elle voit le vide, elle peut utiliser tout son spectre d'excitation jusqu'à 200 électronvolts. Voilà, et c'est ça qu'on va faire, on va dire qu'est-ce que fait la molécule d'eau quand elle s'excite comme ça, avec l'énergie du vide, sur 200 électronvolts d'énergie qui sont procurés par le vide quantique. Alors là, on a besoin de faire un petit zoom, parce que vous avez vu qu'ici, en fait, c'est pas très marrant. Hein. Là, c'est toujours un peu la même chose. Par contre, là, on voit qu'il y a des choses. Donc, on va faire un petit zoom. C'est la même courbe, hein. Simplement, là, je me suis limité donc, à 26 électronvolts d'énergie. Et donc, vous voyez, oh, là, il y a plein de... Ça, c'est le spectre qu'on avait vu la dernière fois. Vous avez montré que la molécule d'eau, telle qu'elle était en spectre de fréquence, il y avait des niveaux d'énergie partout, ben, vous les retrouvez ici. C'est-à-dire, chaque fois que le photon qu'on envoie coïncide avec un écart d'énergie de l'eau, ben, vous avez un pic d'absorption, d'où la figure qui est là. Alors, l'idée, elle est là.
on a donc la molécule d'eau qui est comme ça. A priori, on va appeler ça une eau incohérente. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres molécules d'eau à côté que je peux les distinguer. Et ça, c'est la grande idée, c'est que quand on peut distinguer deux choses, c'est qu'ils sont incohérents. Incohérents, pas forcément en masse, pas forcément en fréquence, mais en phase. C'est-à-dire que les deux phases de deux molécules ne sont pas les mêmes. Voilà, et là, c'est la forme que prend la molécule d'eau quand elle est dans ce qu'on appelle son état fondamental. Elle n'a pas absorbé le photon. Et puis, elle va utiliser un de ces niveaux d'énergie. Vous voyez qu'elle a le choix. Hein. Il y en a des milliers qui peuvent être utilisés. Elle utilise l'énergie du vide pour aller là, et pouf, elle va changer de forme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, elle va passer comme ça. Vous comprenez maintenant pourquoi on avait mis des picots violets. En fait, les picots violets viennent de l'énergie d'excitation du vide. Et on peut faire le calcul. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on va intervenir d'un niveau d'énergie qui est très typique de ce qu'on appelle les orbitales D de l'oxygène, qui ont des formes en forme de trèfle, et qui vont obliger la molécule d'eau donc à prendre cette forme très particulière. C'est la forme qu'on retrouve dans l'eau liquide dans la glace. Hein. Donc on voit que cette forme est inscrite en fait dans le spectre d'excitation de la molécule d'eau à partir du vide. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir relaxer. Il va falloir relaxer. On a absorbé de l'énergie au vide, on la dispose pendant un certain laps de temps, c'est l'histoire de Cendrillon. Et puis après, il faut la relâcher. Alors le plus simple, c'est simplement de repartir dans le sens inverse. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est excité, hop, et on remet l'énergie empruntée pendant l'intervalle de temps delta t autorisé. Et à ce moment-là, on redevient comme ça. Et puis on repasse comme ça. Et puis on redevient comme ça. Et on repasse comme ça. Là, on est en train de décrire l'eau-vapeur. L'eau-vapeur, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la molécule d'eau passe son temps à s'exciter avec le vide. Parce que c'est comme ça, on s'excite avec le vide, je suis désolé. Et puis, comme il n'y a personne à côté d'elle, je vous rappelle que dans un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres. Hein. Donc il est obligé de revenir là, puis de repasser là, on a ce mouvement. Et quand vous êtes avec ce mouvement d'absorption d'énergie du vide, restitution de cette même énergie au vide, vous êtes dans ce qu'on appelle un état gazeux. Ah oui, mais l'eau existe aussi à l'état liquide et à l'état solide. C'est-à-dire que dès que vous utilisez ça, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que vous allez utiliser la partie violette, non pas pour la remettre au vide, mais vous allez la transférer sur une autre molécule d'eau qui a la chance d'être tout près de vous. Et pour ça, évidemment, il faut être dans un état condensé, un liquide ou solide. Et à ce moment-là, vous voyez ce qui va se passer. Cette molécule emprunte un photon au vide. Comme il y a une autre molécule d'eau qui est juste à côté, elle va le transférer là. C'est-à-dire qu'au lieu de le remettre au vide comme elle le ferait quand elle était toute seule, voilà ce qui se passerait quand elle était toute seule. Là, elle est dans son état fondamental, il n'y a pas les picots violets, elle s'excite avec le vide, paf, les picots violets apparaissent. Et puis, comme il n'y a personne à côté, hop, les picots violets retournent au vide et on retrouve la molécule de départ et on peut faire ce qu'elle veut. Ici, vous voyez que c'est différent. Parce que on a donc la molécule ici qui s'est excitée, picot violet. Bon, très bien. Mais regardez ce qui peut se passer. C'est que ce picot violet, je peux aussi utiliser l'autre hydrogène. C'est-à-dire que je peux transférer non seulement mon énergie du vide que j'ai absorbée, je peux la transférer ici, mais je peux aussi la transférer là. Et en fait, vous voyez qu'il y a 4 picots violets, donc il y a plein de possibilités. Et ça, cet échange d'énergie permanent, va à chaque fois durer quelques hectosecondes. Mais, chaque fois que le vide va réclamer son dû, hop, quand le vide réclame ici, on le passe ici. Quand le vide est réclamé là, on passe ici. Et puis ce jeu-là peut durer éternellement. On a créé ce qu'on appelle une liaison hydrogène. C'est cette fameuse liaison hydrogène dont j'ai parlé dans les vidéos d'introduction aux propriétés de l'eau, qui est là, et on trouve ici son explication théorique, la vraie explication théorique de cette liaison hydrogène, c'est que c'est l'excitation permanente de l'eau avec le vide, mais cette excitation, au lieu de retourner au vide, est transférée de molécule en molécule.
Et évidemment, quand vous la transférez de molécule en molécule, ben, vous n'avez pas simplement un dimère, mais vous pouvez avoir plein d'excitations qui se transfèrent comme ça. Et c'est comme ça qu'on va parler de structure de l'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une structuration. Enfin, le terme n'est pas très correct, parce que comme vous l'avez vu, c'est une structure qui est très fluctuante. Mais si vous prenez le langage de la théorie quantique des champs, en fait, vous pouvez voir ça comme une structure comme ça, qui se détruit, qui se reconstruit. Vous pouvez faire ça aussi. Je détruis ici, je tourne, et je reconstruis. Création, destruction, création, destruction. On a aussi ce mécanisme entre molécules, puisque comme je vous l'expliquais, la théorie quantique des champs s'applique à toutes les échelles. Pas simplement le formalisme, il est vrai pour le noyau, il est vrai aussi pour les galaxies. Voilà, dans une prochaine vidéo, ben, on verra une conséquence pratique qui joue un rôle crucial, parce que c'est ce phénomène qui va permettre de donner ce qu'on appelle une mémoire à l'eau. Donc on va pouvoir parler de la mémoire de l'eau dans un contexte scientifique rigoureux, et pas comme quelque chose qui est vague et non défini.